quelques minutes, c'est les frais. Combien coûte la gestion? J'aimerais qu'on partage quelques enseignements d'une étude qu'on a réalisée en 2011 pour la deuxième année. C'est la Global Foreign Investor Experience. Et il s'agit, dans les différents pays à travers le monde où Morningstar est présent, de voir un peu comment les investisseurs sont traités. Alors, comment ils sont traités en termes de régulation? Est-ce que la régulation les protège bien? Pas très bien. Comment ils sont traités au niveau fiscal? Comment ils sont traités en termes d'information? C'est le disclosure. Est-ce que justement ces informations de portefeuille sont facilement ou pas facilement publiées? Comment ils sont traités au niveau des frais aussi? Et sur ces 4 points, on établit une synthèse et on voit que la France a une note globale qui est C. Il y a 5 notes, A, B, C, D, F, et la France donc est notée C, aux côtés du Canada, de l'Allemagne, du Japon, donc c'est pas mal, c'est des pays tout à fait respectables, mais c'est quand même derrière des pays comme les Pays-Bas, la Suisse ou la Suède qui sont notés B. Et quand on regarde dans le détail comment se construit cette note C pour la France, eh bien on voit qu'en termes de régulation et de fiscalité, la France est plutôt bien notée dans le cadre de cette enquête. En termes de disclosure, d'information, de publication des inventaires de portefeuille, il y a vraisemblablement des progrès à faire, c'est noté C. Et puis en termes de frais, c'est noté C. C'est noté C, et on s'est dit mais comment ça s'explique que c'est pas mieux noté. Alors on a essayé un peu de regarder le détail. Ingo me fait signe qu'il faut que l'on avance. On a pris quelques grandes catégories de fonds qui sont normalement gérés par des acteurs locaux. C'est-à-dire que les fonds Action France sont souvent gérés par des sociétés de gestion françaises. Les fonds Action Allemagne sont gérés aussi par des acteurs locaux. Et alors, c'est assez intéressant parce que fonds Action France, en moyenne, le TER, le total de frais sur encours médian sur un fonds Action Française Grande Cap, c'est 1,76. C'est sensiblement plus cher qu'un fonds Grande Cap Eurozone, 1,67, plus cher qu'un fonds Action Allemande, 1,57, plus cher qu'un fonds Action Niederlande, 1,44, ou qu'un fonds Grande Cap Suisse qui a un TER médian de 1,18. Donc on a le sentiment que la gestion française est quand même plus chère que celle des voisins. Alors il y a quelques contre-exemples. Il y a des gestions en Europe qui sont plus chères que la gestion française. On les trouve plutôt en Europe du Sud. Les fonds Action espagnole de 15, les fonds Action italienne de 24, et on se rapproche dangereusement des fonds Action russes qui sont à 2,50. Mais là, effectivement, ça devient très très cher. Alors, c'est cher, non? C'est plus une question pour Paul-Henri, quand même, sur la cherté, puisqu'on là, je visais surtout la gestion française. Mais Jean-Baptiste, vous pouvez l'aider. Oui, je vais l'aider, parce que je pense que toutes ces études sont intéressantes, mais elles ont leurs limites, si je peux me permettre. Allez. La réalité, c'est que lorsque vous regardez le coût de la gestion en Europe, tout ce qui est fabriqué en Europe, alors moi je mets tout dans le même sac, les Français, les Allemands, les Espagnols, donc où que ce soit géré, est à peu près équivalente à quelques basis points, est à peu près équivalente au coût de la gestion aux États-Unis, que vous avez par ailleurs classé dans la catégorie 1, j'ai vu, ou A, je ne sais plus comment c'est qualifié. Pour une simple et seule raison, c'est que nous incluons dans nos frais le coût de la distribution et que les Américains sortent de leurs frais le coût de la distribution qui est payé par ailleurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût de la gestion, donc le rapport prix-qualité de ce que nous faisons, est tout à fait aux normes internationales, les plus grands standards qui peuvent exister, notamment aux États-Unis, mais que nous incluons dans nos frais de gestion un coût de distribution et que c'est sur ce coût de distribution qu'il faut réfléchir. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, comment faut-il avancer dans le domaine des politiques de rétrocession? Est-ce qu'il faut l'exclure, est-ce qu'il faut l'inclure? C'est un débat, on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a la deuxième chose, quel est le rôle et la responsabilité du distributeur compte tenu des montants qu'il paye? Parce que troisième chose, aujourd'hui, en moyenne en Europe, 45% des frais de gestion sont redistribués aux distributeurs. 45% des frais de gestion sont redistribués aux distributeurs, c'est-à-dire 70 milliards d'euros de frais de gestion annuels payés. L'ensemble des OPCVM paye 70 milliards d'euros de frais de gestion annuellement, et sur ces 70 milliards, à peu près entre 27 et 30 milliards d'euros sont reversés aux distributeurs. Et c'est ça l'information essentielle, et c'est ça sur lequel il faut travailler, et je crois que cette notion-là n'est pas systématiquement reprise dans vos chiffres, et donc peut induire en erreur dans des conclusions un peu hâtives.
pour savoir si tel ou tel pays ou marché est plus cher que l'autre, sachant qu'en plus, il peut y avoir des subtilités en matière de share class, et là encore, ça complexifie un peu l'analyse. Paul-Henri, en synthèse, parce qu'on est sur la dernière ligne droite de notre table ronde. Deux remarques extrêmement rapides sur ce point-là. Un, je pense, comme Jean-Baptiste, qu'il faut faire attention à ce que veulent dire ces chiffres et les analyser plus en détail. Il y a l'inclusion ou pas des frais de distribution, il y a dans le TER l'inclusion ou pas des commissions de mouvement, et donc... qui sont une spécialité française, les commissions de mouvement. Oui, donc qui sont incluses dans le TER en France, qui ne le sont pas forcément au Luxembourg actuellement. Donc il n'y a pas encore d'harmonisation parfaite de ce qu'on met dans l'ensemble des frais, même au niveau européen. Ensuite, il faudrait, pour bien faire, regarder la pondération qui existe entre des fonds grand public et des fonds institutionnels, parce que ça peut fausser le jeu. Mais, donc, faire attention à cela. Mais une deuxième remarque, il y a une corrélation évidente entre la hauteur des frais de gestion et l'existence ou pas d'une gestion puissante. Les frais de gestion sont extrêmement élevés en Italie et en Espagne, et il n'y a plus d'industrie de la gestion en Italie et en Espagne, ou presque plus. Pourquoi ? Parce que les distributeurs ont récupéré à leur profit la totalité des frais de gestion en réclamant un pourcentage des frais beaucoup trop élevé, et ce faisant, ils ont mis à mal, ils ont porté un coup fatal à l'industrie de la gestion. Donc, attention à cette corrélation, ne poussons pas les frais de gestion, ne nous laissons pas aller dans ce sens-là. Le résultat, il nous est indiqué par ce qu'on voit en Italie et en Espagne. Ça serait contre-productif. Il nous reste quelques minutes. Un micro va circuler pour vos questions. Comme j'en ai déjà un, je vais en profiter pour poser une première question. Mais n'hésitez pas à faire un petit signe à Ingo. Jean-Baptiste, vous êtes le président de l'EFAMA, vous êtes le patron d'Invesco Europe. Vous quittez l'une et l'autre maison dans les jours qui viennent. Est-ce que vous restez dans la gestion ? En deux mots, vous pouvez nous dire un peu ce que vous devenez, ou ça sera une grande surprise ? Il y a les chasseurs de tête dans la salle ? Bon, ok, d'accord. Monsieur, là-bas. Une autre question, c'est est-ce que, et là c'est peut-être plus pour Paul-Henri, est-ce que l'industrie française de la gestion est parée pour l'international, pour travailler sur les marchés étrangers? Il y a quelques vaisseaux, il y a quelques noms comme Carmignac et quelques autres qui réussissent bien sur des marchés européens. Dans l'ensemble, est-ce que les Français, en termes de gestion, sont bien positionnés pour aller à l'international? En quelques mots. En quelques mots, oui, je crois que les Français sont bien positionnés. Il ne faut pas ne citer qu'un ou deux noms. En plus, on cite des marques. Il y a 4 sociétés de gestion françaises dans les 20 premières mondiales. Et si elles sont dans les 20 premières mondiales, c'est qu'elles ont fait déjà un énorme travail à l'international, et depuis une large dizaine d'années. Il n'y a pas les 600 sociétés de gestion françaises à l'international, certes, mais il y en a quelques dizaines et qui connaissent un beau développement et des beaux succès à l'international. On pourrait développer ça beaucoup plus, mais voilà. Madame ? Oui, je veux bien poser une question sur UCITS 4 et sur sa transposition. Est-ce qu'il y a une hétérogénéité en Europe Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que tous les pays vraiment transposent de la même manière? Et éventuellement une question subsidiaire sur PRIPS. Est-ce que les débats sont bien engagés pour atteindre ce level playing field? Jean-Baptiste, ça c'est pour vous. Hein. En synthèse toujours. Oui, très rapide. Première question, non, mais c'est classique. C'est toujours la même chose en Europe, sauf que ça s'améliore. Si on prend la politique de mise en place de UCITS 3 ou même de UCITS 1 et qu'on voit les différences qui existaient pays par pays, on s'améliore très nettement dans UCITS 4. Mais chaque pays continue à penser qu'il est un peu plus intelligent que son voisin, et donc il a une un peu meilleure compréhension de la façon dans laquelle il faudrait intégrer UCITS 4 dans sa... Et je crois que la France est un bon exemple, mais Paul-Henri pourrait en parler plus que moi. Sur PRIP, non, encore, deuxième réponse négative. Malheureusement, ça ne va pas aussi loin que ce qu'on le souhaiterait. Et oui, il y a un grand risque à ce que la Commission européenne fasse un peu marche arrière, ou en tout cas perde de la dynamique. Et donc il est absolument indispensable que l'on maintienne de la pression sur la Commission européenne, sur le Parlement, et que les actions de lobby soient entretenues. Je voudrais vous citer un chiffre que j'ai entendu il y a quelques jours et qui m'a vraiment frappé dans cette démarche PRIP.
il y a à peu près 5 ans, les OPCVM en Europe représentaient 16% de l'épargne financière. Aujourd'hui, les OPCVM en Europe représentent 13% de l'épargne financière. Donc la réalité, c'est que la part du gâteau auquel on a accès est en train de se réduire compte tenu des circonstances dans lesquelles, l'absence de level playing field, c'est-à-dire, encore une fois, la concurrence déloyale à laquelle nous sommes soumis par rapport à un certain nombre des autres produits financiers. Et donc cette notion de PRIP est une notion sur laquelle il faut que l'industrie se batte, il faut que les associations nationales au niveau national et les FAMA au niveau européen se battent. C'est probablement le chantier le plus important pour le devenir de la gestion dans les années à venir. Jean-Baptiste Defrançu, merci de cette réponse qui était claire. Paul-Henri de la Porte-Dutheil, merci de votre présence. On est arrivé au terme de cette première table ronde. Je vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation.